Raconte la rencontre. Anthony Dehaye, Michel Bourgeois, bonjour. Salut. Bonjour Patrick. Et merci d'avoir accepté ma proposition d'apparaître dans votre propre projet Raconte. Mais merci à toi pour l'invitation. L'invitation chez vous, et ça c'est très chouette, je trouve. Merci à nous. Voilà. Alors, on va parler de Raconte, mais avant de parler de Raconte, j'aimerais savoir un peu qui vous êtes. Et qu'est-ce qui vous a amené, l'un et l'autre, au projet Raconte? Qui commence? Vas-y. J'ai gagné ça. Ouais. Donc, moi, je suis Anthony Dehaye. Je suis celui que vous entendez dans Raconte. C'est moi qui pose des questions. Donc, vous voyez, c'est un peu une première parce que d'habitude, on est hors caméra ou alors en tout petit dans certains plans. On a même pensé une stratégie de camouflage, hein, vous voyez, mais ça a merdé. Mais plus sérieusement, nous, on a un studio graphique de communication à la base et on a eu une envie de faire quelque chose d'un peu différent, quelque chose d'un peu nouveau. Et on a eu toutes ces possibilités techniquement parlant de le faire. Alors, on s'est lancé là-dedans. Mm-hmm. Alors, à la base aussi, c'est un graphiste, un photographe. Voilà. On a la voix du photographe maintenant. La voix du graphiste. Donc moi c'est Michel Bourgeois, graphiste à la base, directeur artistique et depuis peu avec le projet Raconte, caméraman notamment et tout ce qui est communication visuelle après au niveau du graphisme, des épisodes, l'habillage des titres, tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. Mm-hmm. Voilà. Bien, merci. Au début, il y a toujours une rencontre. Quelle a été la vôtre? Ça remonte. C'est vrai, c'est Je vieux. pense qu'on est autour des années 2000. C'était à l'école secondaire. Séquence émotion. Oula, non, peut-être Pas pas vraiment, pas non. vraiment, non. Séquence historique, d'accord, mais émotion, je ne sais pas. Mais non, on s'est rencontrés basiquement à l'école secondaire, on a sympathisé et on a commencé à faire des projets, Michel graphique, moi photographique. C'était ultra amateur à l'époque et on a évolué et à la fin, quand on est rentré dans des études supérieures, on a créé une société. Mm-hmm. Qui est DB Création. C'est vrai qu'on ne l'a pas cité. On n'a pas cité. On n'est pas très bons commerciaux. Ah, ça, on est tellement habitué à C'est son vrai. produit, à son entreprise qu'on oublierait de C'est juste. la citer. Et le parcours de DB Création, c'est quoi en quelques mots? Donc on a créé DB en 2006. 2006, c'est ça, fin 2006, ouais. Quand on s'est lancé dans nos études supérieures, moi à Namur et Anthony à Liège, en photo et en graphisme. Et donc on a eu d'abord quelques premiers clients, pour commencer, mais c'était Des commerçants locaux, des c'est petites ça, c'était entreprises. assez accessoire. C'était très mais, local. Et donc on mixait ça avec nos études respectives, donc c'était parfois un peu rock'n'roll. Et à l'époque, c'était quand même très rare d'avoir des étudiants entrepreneurs, ce qui maintenant est quand même vachement plus courant et même plus encouragé, je pense, par les enseignants. Mais nous, c'était quand même assez extraterrestre, on va C'était dire. très atypique à l'époque. Voilà. On a l'impression qu'on dit ça, qu'on part du 19e siècle, mais non, c'était bien les années 2000. C'était dans les années 2000, effectivement. Et donc on a progressé durant nos études. Et puis quand on a eu terminé en 2009, on avait suffisamment de travail que pour se dire on se lance à temps plein dans la société. Donc voilà, depuis 2006 et jusqu'à 2025, bientôt 20 ans du coup. Oui. Et DB Création se situe où et s'adresse à quel public cible? Alors, ça se situe en Belgique, en Ardennes, près de Libramont, mais la localisation géographique n'a jamais été très importante pour nous. On n'a jamais voulu avoir un ancrage local particulièrement. On a toujours vu ça, la francophonie, c'est bon. Donc c'est large. En règle générale, on travaille tout ce qui est Wallonie, Bruxelles, le Grand-Duché du Luxembourg et jusque Paris. Voilà. Surtout à l'heure actuelle, avec les outils qu'on a pour bosser. Ça n'a pas de sens de dire qu'on va s'ancrer dans une région. On est au départ mais on va là où on nous appelle. Ouais. On n'est pas limitatif par rapport à ça. Ok. Et si vous deviez retenir une ou deux missions, évidemment pas poser des noms de clients, mais une ou deux missions dont vous êtes vraiment fier avec DB Création, ce serait quoi? Voilà une bonne question. C'est toujours une question qui emmerde le plus les gens en général pour en poser de temps en temps. Moi, je dirais que c'est plus des missions type qu'une mission particulière dans mon cas. Donc, c'est plus des missions qui tournent autour du branding, donc de l'identité visuelle, que ce soit de la création
où tu pars d'une page blanche et tu dois tout concevoir, ou d'un rebranding quand une personne veut relooker son entreprise, mais qu'on ne s'arrête pas uniquement à la création du logo, mais qu'on peut aller même beaucoup plus loin, créer l'identité visuelle, que ce soit sur on va dire les supports physiques attendus, mais où on peut imaginer aussi des choses totalement je vais dire nouvelles et créatives en plus, et donc vraiment sortir du côté écran papier, et où on peut créer d'autres choses en plus. C'est le genre de mission, ça, qui me botte. Oui, voilà. Et pour clairement. toi, Anthony ? J'ai envie de dire que le métier de photographe a beaucoup d'avantages, c'est d'aller partout, avec n'importe qui, à tout moment. Donc tu rencontres des gens dans des milieux sociaux très différents, que ça soit dans des entreprises ou dans le cadre d'actualité, et tu vois un peu le côté quiz des choses. Et d'une manière générale, c'est ça qui est super important, parce que c'est un peu striptease tous les jours, si tu vois. Bon, oui. Attention référence au second degré, enfin voilà. Mais oui, tu vois tous ces gens un peu évoluer dans leur milieu, et toi tu dois documenter ça. Alors parfois c'est dans le cadre d'une mission commerciale où tu dois mettre en avant, et parfois c'est dans le cadre d'une mission documentaire où là il y a plus un regard, une observation sur les choses. Il y a un aspect un peu plus sociologique aussi que j'aime beaucoup. C'est un peu le dénominateur commun finalement de nos deux métiers, c'est qu'on doit observer beaucoup, faire preuve d'empathie, comprendre comment les gens travaillent. Quelles sont leurs visions, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup de l'observation finalement. Mais maintenant que tu en parles, c'est aussi un élément, on peut dire, constitutif de Raconte, parce que Raconte, il y a un fort côté documentaire dans ce qu'on fait. Clairement. C'est des interviews fleuves, grand format, où on passe en revue la vie des gens. Et c'est un grand travail de documentation. Très bien. Vous avez, je n'en doute pas, des sources d'inspiration. Donc, toi, en tant que photographe, Anthony, quels sont les photographes qui t'inspirent, dont la carrière, le travail ou la personnalité t'inspire ? Alors, la personnalité, c'est très dur de dire pour un photographe parce qu'ils sont assez peu souvent interviewés. Ça change. Mais jusqu'à présent, c'était plutôt des choses rétrospectives, donc de gens qui sont morts, donc on n'imagine plus ces choses. Mais je saurais pas te dire un nom comme ça. Il y a des travaux qui m'inspirent. Là, derrière toi, tu as un livre superbe de Karl de Keyser, qui est un photographe belge de l'agence Magnum. On peut dire que lui, oui, mais c'est parce que tu me demandes de citer un nom, mais il y en a plein qui sont peut-être moins connus, qui ont aussi un très très beau travail. J'en suis des centaines via les réseaux sociaux, et t'en vois défiler, tu vois, des très très bons trucs, quoi. Mais à tout niveau, parce que les photographes, on a parfois un peu tendance à être très clanique. C'est-à-dire que les photographes de sport parlent aux photographes de sport, les photographes de mode parlent aux photographes de mode, et ils se fréquentent jamais. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est quand un photographe de sport va faire de la mode et vice-versa. Parce que ça amène tout de suite une autre approche, une autre dimension, un autre regard. Parce que quand tu fais quelque chose par habitude, tu reproduis à l'infini. Tu deviens très bon techniquement, ça c'est l'avantage. Mais quand tu arrives dans un truc que tu connais pas du tout, tu dois tout faire, c'est ton premier jour, tu dois tout découvrir, et souvent c'est là que t'es le meilleur, je trouve, à titre personnel. C'est aussi pour ça qu'avec Raconte, finalement, on n'a pas voulu rentrer dans un secteur en particulier, donc on aurait pu faire un podcast sport ou thématique. Une thématique. Ici, on s'ouvre vraiment à tout, parce que justement, on veut arriver avec un regard neuf et un peu innocent finalement, par rapport aux interlocuteurs et interlocutrices qu'on a en face de nous. Très bien. Voilà. Toi, Michel, tes sources d'inspiration ? Écoute, c'est un peu comme Anthony en fait, sauf que moi c'est plus par période. Donc j'ai des périodes où je vais suivre un bureau, une autre période où ça va être un graphiste. Et maintenant, si tu veux un nom pour le moment, c'est l'atelier Saint-Lazare à Paris, que je suis beaucoup. Où là, c'est je pense que c'est un duo aussi, d'une architecte d'intérieur et d'un graphiste directeur artistique. Et donc, ils travaillent sur des projets vraiment globaux où c'est à la fois l'identité visuelle et puis après l'aménagement, si c'est un hôtel par exemple, où ils vont travailler sur le look stylistique des chambres, les objets qu'ils vont placer dedans, etc. Et ils ont lancé il y a, je pense, 2-3 ans, toute une gamme de mobilier et d'objets de papeterie, etc. qu'ils ont créé sur mesure pour eux. Donc ils ont lancé leur marque. Pour le moment, c'est eux qui m'inspirent. C'est très bien. Très belle source d'inspiration. J'irai voir. Tu en parles en donnant l'envie. Super. Mais voilà pour l'épisode DB Création. Raconte, où chaque format donne vie à une histoire.
et ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est-à-dire raconte. Donc un jour, il y a une petite étincelle, et je ne sais pas chez qui des deux, où est le carburant, où est le comburant, mais il y a une petite étincelle qui se produit, et il y a l'envie de créer raconte. Ouais. Ça se passe comment? Je pense que ça vient plus de toi à la base. Hein. En fait, pour contextualiser, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la photo de presse pour des médias en Belgique francophone, au Luxembourg et parfois en France. Donc il y a une petite expérience du monde médiatique qui s'est fait au fur et à mesure. Donc j'y allais en tant que photographe, et je dis bien uniquement en tant que photographe, mais j'assistais à des interviews dans des milieux très différents. Et donc tu as une culture qui se fait, tu comprends comment le monde médiatique fonctionne de l'intérieur. Après, il y a eu différentes choses qui se sont passées sur le chemin, et on s'est dit un jour, mais finalement, il y a des autres qui le font. Je pourrais te citer des exemples, mais on s'est dit, pourquoi pas en faire un nous-mêmes. On a la technique, on sait faire des mises en page, on sait faire des images, photos, vidéos. L'audio, c'est venu après par rapport à ça, donc il y a un développement de nouveaux skills, etc. Mais pourquoi pas le faire? On a tout ce qu'il faut. Et on a surtout l'envie, on est curieux, tu vois, ça nous excite un petit peu. Il m'arrivait aussi souvent de proposer dans les médias conventionnels avec lesquels je collaborais, des sujets et tout ça, mais souvent, tu vois que ça les intéresse pas trop, donc faut dire, tu as quand même parfois une petite frustration. Ouais, c'est ça, les frustrations. Et alors, pendant quelques années, tu remises, et puis quand effectivement cette étincelle arrive, tu te dis, ça y est, c'est open bar, on y va, quoi. Raconte, le média game changer, multiples thématiques. Très rapidement sur le côté photographe, quelles sont les personnalités ou les situations les plus marquantes ou les surprises que tu as eues en tant que photographe avec le téléphone qui sonne un jour au matin en disant voilà, il faut shooter telle personne. Évidemment, il ne faut pas le shooter physiquement. C'est mieux. Hein? Pour prendre un exemple plus ou moins récent, je pense que les inondations de 2021 en Belgique, donc pour les Français ou les autres nationalités qui nous suivent, en Belgique, il y a eu de très graves inondations qui ont détruit des villages entièrement. Et là, j'ai été amené à suivre ça de très près pendant une vingtaine de jours. Donc tu documentes toute une catastrophe dès le moment chaud, et puis après aussi toutes ses conséquences, les services de secours qui se mettent en place, les solidarités, les vols dans les magasins. Donc tu as tous les aspects globaux d'une catastrophe. Ici, on est début 2025, on vient de voir des incendies en Californie. Tu vois, documenter des trucs comme ça, alors ça peut paraître un peu voyeur, c'est pas du tout le cas, parce que si on montre pas ça, tu n'as pas cette solidarité qui se met en place, et tu n'as pas la prise de conscience globale, parce que c'est localisé, c'est dans une zone précise. Donc ça, oui, tu vois des choses assez fortes, et c'est très important, c'est très intéressant. Une sorte de témoignage sociologique aussi. Oui, historique, parce que c'est bien de garder une trace, parce que après, tu oublies vite. Oui. Il y aura des incendies plus loin, des inondations, il va encore y en avoir plus loin, et tout ça s'oublie très vite. Le temps médiatique est un temps rapide. Encore ici et maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est à la journée, voire à la demi-journée. Après, on oublie, on passe à autre chose, quoi. Le fameux temps médiatique et le mort kilométrique. Oui, malheureusement. C'est peut-être pas les bonnes références, justement, dans Raconte, on n'est pas du tout dans ça, parce qu'on ne traite pas d'actualité chaude. Prends peut-être un peu devant sur tes questions, mais bon, voilà. Nous, on fait du portrait pour le moment. On a d'autres idées par la suite, mais pour le moment, on n'est pas sur l'actualité chaude. Donc, on n'est pas dans ça. Mais j'en ai fait. Donc, la petite graine, elle commence chez Anthony. Ouais. Et je suppose, Michel, que tu ne suis pas le mouvement passivement, que j'ai embrayé, rapidement, et amener ta touche personnelle. Ouais, c'est ça. Déjà, en général, ça, je pense qu'Anthony pourra en témoigner, mais dès qu'il y a des nouveaux projets ou des nouvelles idées, c'est le genre de truc qui m'excite assez rapidement. Donc oui, clairement, j'ai suivi l'idée, je pense directement, hein. Ça, on n'a pas dû discuter. Tu mets un autocollant nouveau dessus, il achète. C'est tout. Ouais. Non, je suis mauvais, mais. Non, voilà, on n'a pas on n'a pas dû débattre longtemps pour se dire, allez, go, on tente le truc et puis on verra bien. J'ai envie de dire, on n'avait pas de toute façon grand chose à perdre, par rapport, financièrement, etc. On avait quand même déjà pas mal de matos, et donc, en fait, comme dit Anthony, on avait tout pour le faire. On pourrait même dire par rapport à ça,
j'espère que c'est pas une autre de tes questions que je vais saboter, mais s'il avait fallu faire plus tôt, moi je pense qu'on a raté une fenêtre, honnêtement. Je pense que si on avait fait ça autour de 2017-2016, on serait bien. Ah oui. Là maintenant, il y a 3 nouveaux podcasts par jour. Et alors ils durent pas, il y en a qui sont vraiment très très bien cotés, mais il y a énormément de flux. C'est un peu un truc post-Covid qui est apparu comme ça. Il y a de la concurrence. Il y a beaucoup de concurrence et tout le monde en fait. Alors, il y en a des très très bons, il y en a des très mauvais, il y a de tout. Donc il faut trouver son chemin. Mais si on avait fait ça beaucoup plus tôt, alors qu'on avait la technique, on avait tous les matériaux pour le faire, mais c'est bête, mais on n'y a pas pensé. On a peu eu l'idée, alors, on se mettait dans une position d'aller proposer des sujets à des autres plutôt que de les faire pour nous. Donc ça, c'est vraiment un truc... allez, machine à voyager dans le temps, 2016, 2017. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai identifié ça comme la bonne année. Ça ne sert à rien, mais autant le dire. Voilà, on ne refait pas le passé, on a juste la possibilité de travailler à partir d'aujourd'hui, mais effectivement, 2017, oui. Mais qu'est-ce qu'il vous manquait alors en 2017 pour que l'étincelle n'ait pas lieu à ce moment-là, puisque c'est une bonne question. On avait tout. Mais si on a tout et que ça se produit pas, c'est pas qu'on a tout en fait, c'est qu'on a tout sauf un petit élément qui parfois est l'inspiration ou peut-être votre agenda était saturé d'autres choses. Moi, je pense que c'est une question de posture. Oui. Parce qu'on est habitué à proposer, donc nous, comme on expliquait, on a des clients, ils nous commandent quelque chose, on le fait, parfois on propose des choses, mais dans ce contexte-là, soit t'es photographe, tu vas faire un reportage au bout du monde et t'essayes de vendre à des agences, soit des magazines. C'est un marché qui est mort. Là, on peut dire, il est en état de mort cérébrale. Tu peux faire un reportage, il va te coûter 3 fois le prix que tu vas le vendre, au minimum. Donc, c'est pas un bon plan. Donc, on est toujours dans ce truc, oui, on y va pas, etc. C'est compliqué. Et là, au lieu de se mettre dans une posture, allez, on va faire un truc super pour espérer le vendre à quelqu'un, bah non, on va se mettre en position d'être notre propre client. Oui. Et pour moi, c'est une question de posture. Oui. Oui. J'entends bien et je trouve que c'est très, très pertinent. On parle beaucoup de blog, de vlog, on parle de podcast, on parle de médias. Et en fait, Raconte se positionne en tant que transmédia. Est-ce que vous pouvez bien sûr définir l'ADN de ce côté transmédia qui fait la différence? Oui, on parlait de podcast. Raconte, c'est pas un podcast. Ce n'est pas qu'un podcast. Il y a un podcast, mais il y a aussi... Entre autres, c'est un podcast. Entre autres, mais il y a aussi de la vidéo, et d'ailleurs maintenant les podcasts appellent à devenir vidéo aussi. Il y a de la photo, ça c'est très rare, et à terme on voudrait développer un MOOC. Okay. Donc un beau livre illustré qui serait imprimé 1-2 fois par an. Une déclinaison des interviews qu'on aura donné durant l'année écoulée. Oui, là, Michel pourrait se faire plaisir en termes de mise en page. Voilà, et on pourrait même imaginer aller réinterviewer certaines personnes qui seraient déjà passées sur Raconte pour avoir un peu de nouveauté, pas simplement avoir une retranscription de ce qui a déjà été fait, quoi. Ouais. Un outil en plus, un format en plus, une façon de consommer, parce qu'on consomme l'actualité, parfois c'est mal vu de le dire, mais c'est un produit de consommation comme un autre, malheureusement. On le consomme dans des temps différents. Tu vois, quand on a fait les panels tests au tout début, quand on a tourné un premier épisode, on a envoyé à quelques personnes, et certains ont dit, moi, Raconte, j'ai commencé à le regarder en mangeant sur mon temps de midi au bureau, puis après j'ai continué juste en audio en travaillant. Ou alors après, j'ai été dans les transports, j'ai continué en audio. Nous, ça nous va. C'est un truc hybride, fluide, parce que c'est vrai que c'est du long format. C'est entre 40 minutes et 1h40 pour le moment dans nos interviews, donc c'est très très long. Et tu peux le reprendre à plusieurs moments, c'est séquencé, donc ça a été construit comme ça, pour qu'il y ait plus d'accessibilité pour les gens qui vont découvrir, on espère nombreux et nombreuses. Excellente idée. Et pour peut-être revenir sur l'aspect vidéo, là où Anthony disait qu'effectivement maintenant beaucoup de podcasts ont aussi un format vidéo, souvent ces podcasts-là en fait entre guillemets se contentent d'avoir une caméra fixe qui retranscrit l'épisode, où là nous on essaye, et j'espère que ça se voit dans ce qu'on produit. Dites-nous en commentaire. Voilà, on essaye de soigner la direction artistique et d'apporter vraiment on va dire une couche supplémentaire pour les personnes qui vont nous regarder sur YouTube. Il y a une expérience en plus que si tu l'écoutes uniquement en podcast, quoi. Je peux en tout cas confirmer tout le soin que vous avez mis à
à préparer à aujourd'hui. trouver la bonne lumière, à Ouais, chasser c'est les vrai. ombres, à peaufiner le son et à ce que le setup de la scène soit Ouais. le plus lisse et le plus beau possible. Ça, je peux en témoigner. C'est gentil. Raconte à un certain périmètre. Donc, Anthony, tu en as déjà un peu parlé, donc c'est pas l'actualité chaude, mais quel est le périmètre de Raconte, en fait? Tu veux dire éditorial? Oui. Ou géographique? Plutôt éditorial. Éditorial. Éditorial d'abord, géographique ensuite. Alors, éditorial, il est ultra large parce qu'on a des gens de tous horizons, de toute opinion. Je dirais qu'il se dessine tous les jours, finalement. Oui, il est évolutif mobile, aussi. quoi. Il y a quelques trucs qu'on a dit qu'on ne ferait pas. On s'est dit on va pas aller vers de la politique ou alors des anciens politiques. Ça nous intéresse, mais des politiques qui sont encore en mandat ou en campagne, ça nous intéresse moins parce que c'est d'autres discours, c'est une autre façon de faire, c'est un autre métier. Donc il y a déjà des gens qui le font très bien, donc on va les laisser faire. Mais non, c'est ultra large et c'est ça que les gens aiment bien en général. C'est qu'on peut avoir un jour une activiste, puis après on a un chef d'entreprise, donc c'est des gens très différents dans leur âge, dans leur position sociale, dans leurs idées. Mais des il y a une curiosité. Hein. Et aussi, voilà, des aussi anonymes qui ont des parcours inspirants, qui ont connu, qui ont une vie un peu mouvementée, qui ont des choses à raconter, qui peuvent apporter des choses à ceux et celles qui nous écoutent. Clairement, ça peut vraiment nous intéresser. Ouais. Oui, sans que on aille vers la confession intime. Exactement. La limite est là. Exactement. Ayant vu tous les épisodes, c'est ce que je ressens. Ouais. On dit intimiste mais pas indiscret. Oui, voilà. C'est une très belle formulation. Très bien pour le périmètre. Géographique? Là, pour le moment, c'est Bruxelles, Luxembourg, Paris. Un triangle, ouais. Un beau triangle d'or. Oui. On reste dans la francophonie. Oui. Oui. On n'est pas très fort dans d'autres langues. On peut avouer. Il y aura pas un raconte en anglais demain, bon, ce sera pas nous qui le ferons, mais pourquoi pas un jour. Note qu'avec YouTube maintenant et les IA génératives, on va aller vers ça aussi. Donc, mais là, on n'est pas maître de ça. Donc voilà. Et j'en viens à la question suivante, qui est justement l'IA dans tout cela. Est-ce que vous l'utilisez? Comment est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous la craignez? Est-ce que vous trouvez que c'est un support, un soutien? Comment vous la voyez? Je pense pas qu'il faut la craindre. Il faut plus l'apprendre comme un outil supplémentaire, une aide supplémentaire, parce que même pour donc la partie DB, pour en revenir au studio, moi c'est quelque chose que j'utilise maintenant, je m'en rends compte quotidiennement, pratiquement, que ce soit pour du texte ou même pour des visuels, parce que c'est vraiment, tu vois que ça évolue tous les jours à une vitesse phénoménale, et donc c'est un bon outil. Moi, je pense qu'il faut pas le craindre. Raconte la forme avec le fond. Et toi, Anthony? Alors, par rapport à Raconte, on l'utilise, c'est vrai, mais pas pour la création du contenu. Donc le contenu, on fait quand même nos recherches à l'ancienne manuellement. Ouais, c'est sûr. Et les questions ne sont pas générées par IA, parce que souvent, quand on est en interview, j'ai une trame de questions, mais j'en pose la moitié, le reste c'est rebondir sur ce que l'invité dit, parce qu'il tend une perche et hop, on travaille comme ça, et généralement, les invités apprécient énormément ça. Maintenant, on s'en sert pour plutôt de la relecture, de la correction et des choses comme ça. Donc des aspects très pratiques des choses. On a fait une fois ou deux le test de faire des questions nous-mêmes pour une personne qui a une notoriété. Et puis après, on a demandé à l'IA de nous préparer une interview pour croiser un peu. Et donc, on a trouvé un ou deux trucs intéressants, on les a pris. Et le reste, c'était plutôt banal. Ouais, ça reste souvent généraliste. Il y avait 90% qui était assez banal et le reste, il y avait 10% de très intéressant. Donc là, on a pris. Très intéressant. Personnellement, je l'utilise aussi. Oui, j'allais te poser la question. Et je trouve aussi que, un, je ne la crains pas, et deux, c'est un support qui, personnellement, moi, me pousse à mieux poser mes questions. Et une bonne question amène à une meilleure réponse, à une meilleure réflexion. Donc, je vous rejoins là-dessus. En dehors des outils technologiques, Raconte s'inscrit aussi dans un contexte qui est culturel et sociologique, à une époque où certains diront on ne peut plus rien dire. Donc, comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de MeToo, du wokisme, de toutes ces limites supposées ou qu'on s'impose C'est une très bonne question. De censure ou d'autocensure, quelles sont
Quel est le cadre, même s'il est tacite, implicite, que vous avez posé sur Raconte? Alors, quand on a développé la ligne éditoriale, au tout début, on a fait une présentation où on a un peu listé tout ce qu'on voulait faire, ne pas faire, comment on allait le faire. Donc, on a mis tout ça sur papier au tout début, dans la phase de création de Raconte qui était au printemps 2024. Et puis après, on est passé en production. On s'est dit qu'on allait voir les choses de manière très très large. On va pas chercher le buzz, le trash, le gore et tous ces trucs-là. Le clash à tout prix, ça, il y en a beaucoup qui le font et je pense qu'ils le font très très bien. Donc on va leur laisser cette partie-là. Maintenant, on n'est pas militant, on n'est pas politique, on n'a pas de croyance particulière. Donc, de prime abord, tout le monde est le bienvenu. Okay. Il y aurait peut-être quelques cas extrêmes qu'on va pas chercher, mais là on est plus dans le monde politique et comme on l'a dit précédemment, on ne fait pas d'interview au sens politique de politicien. Oui. On peut avoir une discussion politique et c'est très intéressant et qui est même parfois qui peut être clivante, qui peut être très différente, qui peut être très engageante, mais ça restera le propos de la personne et pas le nôtre. Nous, on n'est pas là pour confronter des choses, on n'est pas dans un média de débat, on est là pour que la personne se présente, comment est-elle arrivée là, pourquoi, et tout est tenant et aboutissant. Et parfois, c'est très politique. L'épisode avec José Bové, dans Raconte, en témoigne bien, je trouve, où on voit l'homme qui se trouve derrière la carrière politique que tous les anciens connaissent, en fait, avec l'incendie du McDo, enfin tout. Il a démonté, il n'a pas brûlé. Il a démonté, voilà. Fact-checking. Voilà, bien. Le démontage du McDo et le côté militant, les manifs, etc. Et effectivement, on ne rentre pas dans le plaidoyer politique, on rentre dans l'homme, ses convictions, etc. Ouais, et puis même nous, quand on prépare nos questions, on n'a jamais de questions pièges. Enfin, on veut que la personne qui se trouve en face de nous s'y sente à l'aise. Et, on lui dit toujours, de toute façon, c'est pas du tout, on n'est pas là pour te piéger. Tu nous racontes ce que tu veux, on est là, enfin, on écoute et on prend. Mais par rapport à ça, on met aussi une grande attention à ne pas être lisse. Parce qu'il y a beaucoup de médias ils reçoivent quelqu'un, souvent dans des médias un peu économiques ou quoi, c'est très dans le sens du poids, là, c'est vraiment bien ce que vous faites. Ah oui, oh, quelle réussite. C'était aussi une de tes frustrations, de ce que tu as pu voir dans ton boulot de photographe. On peut le dire sans citer de nom. On va pas citer de nom, mais c'était aussi une des frustrations où souvent il revenait en disant le journaliste a posé des questions très attendues et n'a pas essayé d'un peu bousculer la personne qui était en face de lui. Après, il faut pas faire Élise toutes ces 5 minutes. Entendu. Mais parfois être un peu, ne pas être consensuel, ne pas être agressif, et c'est essayer de trouver mettre les bons curseurs. Il y a quelque chose entre Charlie Hebdo et La Croix. En fait. C'est vrai, c'est bien vu. On peut dire ça. C'est Victor Hugo qui disait, quand tu lis un journal, demande-toi qui paye l'encre. C'est bien vu. Alors, c'est nous. C'est pas encore imprimé, mais c'est nous. Donc, le ici, voilà, vous regardez cette caméra-là. Donc, vous avez les 2 couillons qui payent tout ça. C'est nous. Merci. Parce qu'il y a un modèle économique derrière Raconte. Quel est-il? Alors, le modèle économique, ça, actuellement, c'est l'aventure, Monsieur Codo. C'est d'ailleurs une des questions qu'on nous pose à chaque fois qu'on présente Raconte. Comment on gagne notre vie? Je vous la pose parce que je pense que beaucoup de personnes qui vont regarder cet épisode vont se la poser en disant qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent? Oui. Pour le moment, on ne l'a pas encore, en tout cas. Bien sûr, non, on a tout mis dans le Bitcoin. Non, c'est pas vrai. Mais non, on ne gagne rien avec Raconte ici et maintenant. Alors, le but n'est pas de ne rien gagner ad vitam aeternam, ça je te rassure. Mais on doit lancer un truc de zéro. Donc zéro. Donc vraiment, on crée une page Instagram, enfin un compte Instagram, zéro. Donc il faut vraiment commencer avec rien. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On a une entreprise, elle fonctionne correctement, on est en vitesse de croisière depuis de nombreuses années, et tant mieux. Merci aux clients. Et on va prendre ça, donc on n'arrête bien sûr pas notre entreprise, on continue, mais on fait juste ça en plus. Et on le vit comme une aventure. On a défini qu'on ferait ça pendant 2 ans, et au-delà de 2 ans, on voit où ça en est. Est-ce qu'il y a une rencontre avec le public ou pas? Est-ce qu'elle est partielle? Est-ce qu'elle est thématique? Donc on aura un peu des indicateurs comme ça. Et de là, d'être agile. Hein. On pourra aussi voir comment développer plus l'aspect économique des choses, évidemment. Oui, et puis il y a toutes les rencontres, il y a tout le capital humain. Oui, ça c'est immatériel, clairement. Oui, ça c'est sûr. Les rencontres
On en a déjà fait des belles. Le financer et vous l'offrir, et vous faire ce cadeau de financer Raconte et le partager au public, il y a déjà quelque chose de très précieux en fait. Après, pour revenir à ce qu'on disait précédemment sur la partie technique, il faut savoir que vu qu'on maîtrise tout à deux, donc on prend notre temps, alors c'est du temps dans lequel on ne travaille pas à autre chose, et un travail rémunéré, j'entends, mais on fait ça sur des autres heures, etc. Et puis on a appris beaucoup de nouvelles choses aussi, parce que qui profitent à DB finalement, parce que du montage vidéo on en faisait certes un peu, mais là on a quand même vachement bien évolué. Tout ce qui est animation, caméraman, j'avais jamais filmé avant, donc j'ai vraiment appris sur le coup comme ça. Voilà, toi pareil pour les interviews. J'ai jamais fait d'interview, moi. C'était pas, je regarde la caméra, je n'ai aucune formation de journaliste. Merci. Et la gestion des réseaux sociaux aussi, c'est quelque chose qu'on n'a jamais proposé avec DB. Et tu te rends compte quand même que gérer des pages Instagram, YouTube, Facebook, c'est un métier. C'est énorme. Oui, donc, Raconte est aussi un loisir actif pour vous. En fait. Oui, c'est ça, et un laboratoire aussi, je dirais. Ouais, complètement. Ouais. Parce qu'on découvre des choses, et puis il y a des choses qui changent, des choses qui évoluent, puis on rencontre une autre personne qui nous apprend quelque chose en plus. Donc, c'est une aventure, un laboratoire d'aventure. Et puis les rencontres des invités, c'est super enrichissant. Clairement, on essaye de le partager avec ceux et celles qui nous écoutent, mais même pour nous, à titre personnel, c'est super enrichissant. Raconte, où chaque format donne vie à une histoire. Avant que le premier épisode de Raconte sorte, je suppose, je fais plus que supposer parce que je suis dans la tu sais un peu. Il y a eu toute une période de travail en sous-marin avant le coming out de Raconte, parce que ça a vraiment été un coming out en fait. Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus, parce que combien d'interviews il y avait déjà en boîte, qu'est-ce qui a été mis en place avant, pendant combien de temps est-ce que vous avez travaillé le projet sans le manifester à l'extérieur? On a commencé quand, en février? On a commencé en février 2024 à tourner le premier épisode, et ça on a quelques anecdotes qu'on peut dire après. Et la diffusion a commencé le 12 septembre 2024. Premier épisode avec Félix Radu. Entre-temps, on a dû en tourner 7 ou 8, ou une petite dizaine. Et puis on a préparé, on a réfléchi à la ligne éditoriale, on a travaillé sur l'identité visuelle, on a travaillé sur quelques supports de communication, le site internet, on a fait un dossier PDF, puis on a travaillé aussi beaucoup avec toi, il faut le dire, tu étais un peu dans le secret. Un des premiers. On avait créé comme ça un petit comité, on va dire, de travail pour récolter des avis, des informations. Donc oui, ça nous a pris quand même, je pense, 3-4 mois de boulot, quoi. Oui, et puis consulter tout un tas de magazines, tout un tas de médias, de voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, pourquoi on n'aime pas. Croiser aussi, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes idées tout le temps. Et de voir vers où on va, qu'est-ce qui est faisable techniquement et pratiquement, parce que ça, c'est quand même un gros point. Oui, il y a plein de choses. Et le nom Raconte, il a émergé comment? On a réfléchi pendant des heures. On a brainstormé pas mal, je pense. On a cherché des noms composés, tout ça, puis on s'est dit on va aller au plus simple. Et ce qu'on fait, c'est quoi? C'est raconter. Aussi basique que ça, mais simple et efficace. C'est très clair et c'est juste. Ouais. Simple, basique, simple. Comment est-ce que vous trouvez les personnes que vous interviewez dans Raconte? C'est large. Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire que c'est au quotidien, en fonction des articles qu'on peut regarder, des sites internet ou des rencontres, qu'on peut faire même dans notre quotidien à titre privé, ou bien des personnes comme toi qui peuvent nous dire tiens, je connais quelqu'un, je verrais bien comme invité sur Raconte. Donc voilà, je pense que c'est on n'a pas vraiment de plan établi où on se dit tellement on va faire telle personne, ça vient un peu au fur et à mesure. Il n'y a pas d'attaché de presse, il n'y a pas d'agent. On en a. Enfin, pas nous, mais on collabore avec des attachés de presse, ça. De personnes qui sont représentées par leurs soins et qui nous soumettent parfois des propositions. Et nous, on n'accepte pas, selon le feeling, selon tout un tas d'autres choses. On le sent pas, tout simplement. Tu évoquais des anecdotes au démarrage du projet. Tu peux nous les partager? Oui, bien sûr. Alors, le premier tournage, c'était une catastrophe. Alors, cet épisode n'a pas encore été diffusé.
Il faut savoir qu'au tout début, donc on a fait un pilote pour essayer, et on a demandé à un compositeur de musique de film qui sera diffusé prochainement, que j'avais rencontré dans le cadre d'interview 2-3 ans auparavant, et son histoire qui est très forte. Hein. Franchement, cet épisode est très très fort. Teasing. Tu l'as vu, je pense d'ailleurs. Tu l'as vu effectivement, mais teasing pour ceux et celles qui nous regardent. Ça va très loin. Là, pour le coup, c'est très intime, mais ça vient de lui. Mais au-delà de ça, on a eu, je pense, mais toutes les merdes techniques possibles. On fait le truc, on fait la direction photo, on met des éclairages, on met des micros, donc ça prend quand même 3/4 d'heure, 1 heure pour bien faire les choses. On est chez lui, à sa maison, et là, on lance ce truc. À l'époque, je ne posais pas des questions. Il y a eu un changement à ce niveau-là, donc c'était un journaliste qui le faisait. On commence à filmer, et peut-être 5 minutes après, paf, la caméra s'arrête. Enfin, une des caméras, parce qu'on filme en 2 caméras, mais oui, que se passe-t-il? Ça n'était jamais arrivé. Je filme depuis 15 ans, j'ai jamais eu de problème. Elle surchauffe, elle va pas. On n'a jamais compris. On relance plusieurs fois et chaque fois on fait. Donc après, elle a planté plusieurs fois. Après au montage, je ne te dis pas le bordel, mais là c'est pas le pire. Ça ne s'arrête pas là. Je rentre, on exporte les rushs, ils arrivent, ils sont déformés. Je n'avais jamais vu ça. Ils étaient écrasés. Oui, cette image était toute déformée. Vous voyez, comme une vieille image JPEG dans un Word, les vrais savent. Et toi aussi, tu connais. Ah oui. Ça arrive, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Tu dis, mais non, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça... Mais c'est arrivé comme ça. On a su bidouiller, rattraper les trucs, ça se voit pas trop, mais c'était du gros bricolage. Donc, premier épisode, on fait ça. Deuxième épisode, ça recommence. On a changé les caméras, on a appris des nouvelles. On a un peu cassé la tirelire, mais maintenant, ça tourne, c'est nickel, c'est propre. Mais là, on se dit, le truc, on commence comme ça. Donc, tu sais, c'est la première fois, on n'a jamais fait ça. Tu marches sur 2 doigts, quoi. T'as un peu chancelant, et t'as la technique qui te lâche. Et surtout stressé, parce que c'est une première, donc. Oui, tu sais pas où tu vas. La pression est quand même forte, quoi. Je dis pas qu'il y en a plus maintenant, mais ça commence quand même à être déjà un peu plus rodage, quoi. Un peu plus rodé après 15 épisodes tournés. On doit être pas dans ces eaux-là. mais tournés, donc voilà. Mais c'est vrai que la première fois c'était quand même assez tendu. Et un cours accéléré. Ouais, c'est ça. Le stress et un cours accéléré. Exactement. Oui. Alors, je suppose que certains lieux sont plus faciles que d'autres, que certains invités sont plus faciles que d'autres. Peut-être plus impressionnant ou plus difficile à cadrer parce qu'ils ne tiennent pas en place ou avec lesquels vous pourriez faire 8 heures d'interview ou au contraire des gens très brefs qui racontent très rapidement leur vie et en 20 minutes bouclées. C'est quoi votre expérience par rapport à ça? C'est ultra variable. Ouais. La première interview, parce que comme je disais, les 2 premières, c'est pas moi qui les ai faites, mais la 3e, qui est celle de Barbara Hornart, la sommelière, qui a été diffusée en octobre dernier. C'est la première fois que je faisais une interview en tant qu'intervieweur. Michel, c'est la première fois qu'il tenait une caméra. Donc aussi les grandes manœuvres, quoi. C'est le test en taille réelle. Alors, on avait rencontré Barbara il y a 5 ou 6 ans via DB dans un autre contexte. Ouais. Et tu sais, par les réseaux sociaux, on se suit sans vraiment se connaître. Et on voit toute son actualité. On dit tiens, ça serait une bonne cliente. On la contacte, elle accepte très gentiment. Et c'était notre première fois chez elle dans son bar à vin à Schaerbeek, Bruxelles. Mais pour aller plus loin dans ta question, oui, il y a des gens très très différents. Alors la pire configuration, c'est quand tu es dans des journées de promo avec des gens connus. Donc pour ceux qui ne savent pas, les journées de promo, c'est par exemple quand on sort un film, les acteurs, les actrices, les réalisateurs et réalisatrices vont avoir des rendez-vous avec les médias toute la journée, de 9h du matin à 21h. Et c'est minuté, et c'est en mode automatique, je débite. Ils détestent ça tous. Mais on te donne, voilà, vous avez 40 minutes avec machin. Et tu as parlé de José Bové. José Bové, c'était dans ce cadre-là. Il y a eu un film qui a été tourné, non pas avec lui, mais sur une partie de sa vie, où il est incarné par Bully Lanners. On se retrouve dans un gîte urbain où on doit vite monter un truc. Donc c'est un peu, cette vidéo-là, on peut dire, alors la vidéo est moche, le propos est intéressant, mais visuellement, c'est pas ce qu'on voulait faire. Parce que voilà, on n'a pas eu le temps. C'est la technique, c'est comme ça, il faut du temps. Mais bon, voilà, c'est un début, c'était, je pense, sa 2e interview, la 3e interview. Donc,
troisième interview ou même deuxième de ta vie, tu te retrouves face à un ancien candidat présidentiel français, Et en syndicaliste, plus de ça, tu as un timing, de 70 ans. Alors, faut dire, la configuration, on était dans une chambre d'un gîte urbain. de Bouli Lanner. Moi, non, c'est pas son gîte à lui, mais Non, mais c'était là où il avait dormi Lanner la nuit. avait dormi. Et moi, Pour j'étais l'anecdote. assis sur le lit où William Anderson avait dormi. Donc voilà. Donc on a dû Dans pousser un une peu. déco un peu douteuse. Hein. C'était pas génial, mais voilà. Voilà. On a fait que ce qu'on avait. C'est le terrain. Ouais. c'est la réalité. Mais c'est ça. Ouais. Ouais. Mais c'est des choses auxquelles, oui, on s'attendait peut-être pas avant. Et bon, voilà, maintenant, pareil, je pense qu'on est un peu plus rodé par rapport à ça. Et faut savoir qu'on a tourné aussi une interview avec Félix Radu, qui est la première qu'on a diffusée. Où là, à l'époque, il était donc dans un appartement à Paris. C'était vraiment l'appartement parisien qui devait faire, je pense, 4 mètres sur 2. 30 mètres carrés, je dirais. à tout Où on casser. s'est retrouvé avec les meubles à 3 dans le truc. Et là, on était très serré. Hein. Donc voilà, maintenant, je pense qu'on commence aussi à être un peu agile par rapport à ça. Et là, le rendu est quand même Ouais. plutôt pas mal. Donc, Et ça n'est pas en contradiction avec la volonté esthétique qu'il y a dans Raconte. Simplement, vous exploitez les conditions ouais, c'est ça. comme elles sont là. Et puis, c'est déjà bien d'avoir les personnes. Ouais. C'est Oui. pas possible de les amener dans un Non, studio. c'est voilà. parfois- C'est aussi parfois, pour on ça le fait, hein. qu'on n'a pas voulu faire ce format studio où on reçoit les gens. Tout On c'est même. préfère aller chez les gens, enfin, ou en tout cas à la rencontre des gens. Ou Les alors enfants, on se fait vous prêter un préférez- lieu. On se fait prêter un lieu aussi parfois. Ouais. Je pense au deuxième épisode qui a été diffusé avec l'actrice Salomé de Oise. Ouais. On s'était fait prêter un lieu magnifique à Bruxelles La qui s'appelait la Mercerie. Ouais. C'était un ancien bâtiment abandonné, mais avec c'est un décor de film ce truc. Une C'était magnifique. manufacture. Je crois que depuis ça a été rasé, je pense Ah ouais. depuis, mais c'était vraiment magnifique. Elle Ouais. est exploitée par une, c'était une SBL, je Oui, pense, qui font des organise occupations événements, culturelles temporaires dans les bâtiments voilà. qui vont être. Donc, ils pouvaient l'exploiter durant quelques mois et on en a profité pour aller tourner là. Donc, Et là, c'est vrai qu'au niveau photo, si vous voulez aller voir, c'est vraiment. Vous ne voulez pas aller voir. Vous devez aller voir. Dites-nous en commentaire. Voilà, là, on a un vrai décor Et exceptionnel. Parce qu'il y a aussi cette direction, on parlait de photos tout à l'heure, de faire un peu, parfois des photos comme dans un magazine de mode. Et parfois, là, on ne s'attend pas. On a fait, par exemple, l'activiste pour le climat et les droits humains Adélie Charlier. On l'a photographiée donc aussi chez elle, mais le visage à moitié immergé comme ceci dans l'eau, avec une lumière un peu dorée, comme ça, c'est assez beau. On dirait presque une pub pour du parfum. Mais après, il y a une symbolique derrière. Hein. C'est pas du tout de faire une pub pour du parfum, ça ne collerait pas du tout. Mais c'est d'amener parfois des gens comme ça. On ne s'attend pas à ce qu'ils posent d'une certaine façon. Alors, c'est pas pour leur dire ou quoi. C'est juste qu'on essaie d'avoir un angle un peu différent et d'avoir une approche artistique plus forte, plus poussée que dans un média traditionnel. Et je suppose que certains jouent plus le jeu que Bien d'autres. sûr. Ouais, Il y a des fois qui sont un peu effrayés, mais écoute, ouais, on a fait certains qui n'ont pas le temps aussi. Oui. Hein. Voilà, il y a aussi la réalité temporelle. Encore une fois, le but n'est pas de mettre mal à l'aise les gens, c'est juste qu'on a une idée. Voilà, on part dans un trip. Après, c'est jamais méchant, mais visuellement, ça en jette. On a fait hier un tournage avec quelqu'un qui va être diffusé prochainement. Le type s'est mis dans une espèce de tonneau en plastique, mais ça colle tout à fait. Et il est au milieu presque d'une déchetterie. C'est super beau, hein, mais c'est improbable. Mais dit comme ça, les gens vont se demander, mais ils sont fous ces types. Mais non, ça donne vraiment bien. Bah, d'ailleurs, la photo d'Adélaïde Charlier, pour en revenir à ça, on n'a pas diffusé les photos backstage, mais je pense qu'on va le faire. Oui. Parce que la photo, au final, est très esthétique. Mais il faut savoir qu'on a fait ça sur la table de sa salle à manger. Dans une grande Où soucoupe elle a de le jardin. visage dans une soucoupe en plastique avec de l'eau froide. Non, Et elle était tiède. Elle était Non, tiède. on est correct quand même. Mais le décor backstage, enfin, je trouve peut être intéressant pour comparer le résultat final avec ce qui finalement en vrai se passe autour. C'est pas super glamour, mais c'est très très Voilà. intéressant. Et ça prouve aussi la capacité à la personne interviewée de jouer le jeu et de rentrer Ouais. dans À fond. dans le projet. C'est vrai. Très, très chouette et très intéressant. Et je pense que ça plaira beaucoup au public de Raconte. Mm. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de Raconte ou qu'on définisse Raconte dans 15 ou 20 ans? Quand on sera mort, quoi. J'espère que non. Ouais. Chouette que vous soyez toujours en train de comprendre ce qui se dit à ce moment. Non.
C'est une bonne question. Pense, alors on ne sait pas jusqu'où ça peut porter. Peut-être que ça va juste être un pétard mouillé, qu'il y aura 100 personnes qui l'auront vu, et puis voilà. Et ça s'arrêtera comme ça. Il y a déjà une audience bien supérieure à ça. Oui, mais bon, on est encore loin d'autres audiences, d'autres personnes qui font la même chose. Enfin, la même chose, qui font quelque chose de similaire. Je pense que jusqu'à présent, ce qu'on nous dit, c'est le contenu. L'approche qui est totalement différente. Encore une fois, on n'est pas vraiment du métier, c'est peut-être pour ça. L'esthétique et le choix des invités dans leur pluralisme. Ouais. Et je pense que si tu as ces quelques mots-clés-là qui ressortent, ben on aura réussi en grande partie notre mission. Et je dirais aussi l'apprentissage. Ouais. Parce que moi, j'ai souvent des gens qui m'en parlent dans mon entourage et qui me disent « Tiens, j'ai vu Félix Radu, je vais le montrer à mon fils qui est aux études et qui rencontre peut-être un peu les mêmes difficultés que Félix a connues à l'époque. » Et ça pourrait l'aider à débloquer certaines choses. Et ça, je trouve que c'est hyper enrichissant. Ouais, c'est très enrichissant. Est-ce que vous avez des rêves, en fait, de personnes à interviewer? Parce que c'est le moment de lancer un appel. Non, mais ça, c'est la question qu'on pose toujours en dernier, si tu as bien suivi. Ouais. Et c'est la question sur la plupart des gens calent, parce que, ou des fois, on me propose des gens morts. Bon, ça, c'est un peu plus ennuyeux. On pourrait le faire avec l'IA, mais ça n'a pas beaucoup de sens dans le cadre du projet. Non. Écoute, moi, j'aurais dire, ça dépend des secteurs, ça dépend. Le spectre est large, donc on peut vraiment recevoir beaucoup de gens à des moments différents de leur vie et de leur carrière, parce que ça, c'est aussi un truc. On a des gens qui sont en début de carrière, des gens qui sont connus dans leur milieu, mais qui sont pas connus du grand public. On a des gens connus du grand public, mais qui ne sont pas connus sous cette forme-là. Donc, c'est super large et c'est super fluide, et ça, c'est génial, quoi. Maintenant, te donner un nom comme ça, je sais pas, j'ai pas un rêve. Je ne rêve pas, je me lève pas tous les matins en me disant, lui ou elle, je voudrais tellement, non. Non, c'est vraiment, je sais pas, toi, Non, mais peut-être pour faire le lien avec une autre question que tu poses souvent, c'est quelle serait la BO de ta vie, qui est souvent aussi une question un peu déconcertante auquel les invités ne sont pas préparés. Beaucoup, effectivement. Donc ça, moi, j'y ai un peu réfléchi parce qu'à mon avis, tu allais y venir. Ah, donc tu fais des questions, des réponses. Je permets. Après tout, en Corée du Nord, là, ça y est. Mais c'est parce que c'est en lien avec la personne, non pas que je rêverais d'avoir, mais que je trouve intéressant d'interviewer, c'est Philippe Catherine. Ah oui. Parce que je trouve que ce mec, quand tu le vois, a l'air d'être, je pense qu'il est un peu nonchalant, mais je pense que derrière, c'est un mec qui réfléchit beaucoup, qui est hyper artistique, hyper créatif, qui doit avoir plein de choses à dire. Ouais. Et pour faire le lien avec la BO de ma vie, c'est justement une de ses chansons qui est Luxor. Ah oui. Luxor, j'adore. Parce que je réponds à la question que je me pose. Ça fait un peu à la de long, mais quand tu écoutes les paroles, c'est je remonte le son, j'abaisse le son, et je trouve que j'ai toujours eu dans la vie des phases comme ça où j'aime quand ça monte, j'aime quand c'est un peu plus calme, et puis il aime observer les gens, et ça fait le lien avec ce que je disais au début de mon métier, finalement, que ce soit raconte ou DB, apprendre à observer, comprendre, et donc voilà, je trouve que ça colle. Il y a de quoi lui envoyer à toi la vidéo et puis voir. J'espère, pourquoi pas. Pourquoi pas. Très intéressé de voir Philippe interviewer dans son parcours, et enfin voilà, je pense qu'il a plein de choses. Vraiment. C'est clair que ça peut être un bon client. Bien que fort interviewé depuis les JO. Mais il y a sans doute des choses. Il n'est pas interviewé à la façon de raconter. Oui, et puis peut-être parfois laisser passer un peu du temps parce qu'il va y avoir un retour sur ça, ça va décanter. Et donc ça, c'est toujours intéressant aussi. Quand tu as un événement aussi fort dans la carrière de quelqu'un, il y a le moment très chaud, le moment très fort où tout le monde est dessus. Puis après, ça retombe. Et parfois, c'est aussi très intéressant. Et je pense qu'en plus, c'est un mec qui n'aime pas la notoriété. J'en suis persuadé. Oui. C'est un peu un accident, en fait. Pas parler de la situation, mais de l'impact de la situation sur lui et comment il a vécu la situation. Ouais, ce serait, je pense que ce serait très opportun de lui proposer de venir nous raconter. Ouais. Et toi, Anthony, la BO de ta vie? Alors moi, j'y réfléchis aussi, donc je suis pas neutre vu que je pose la question souvent, donc j'y réfléchis, ça a pris du temps. Et je me dis, tant qu'à faire une BO de sa vie, autant y trouver un maître en BO de film, Max Richter. Et
si je devais en garder une de Max Richter, ça serait Dona Nobis Pacem, qui est une musique purement instrumentale, qui commence très doucement, chancelante, qui ne sait pas trop, qui hésite et tout ça, et puis ça monte, ça prend de l'ampleur, il y a des corps qui arrivent, il y a des violoncelles qui arrivent, ça devient très ample, et ça devient atmosphérique, aérien, fort, ça s'envole, et ça retombe d'un coup. Oui, et toi, tu te vois t'envoler et retomber d'un coup ou... Peut-être, je ne sais pas. Non, mais non, tu m'as demandé la BO, t'as pas demandé l'image. Et donc, non, mais je trouve qu'elle est très forte, comme la plupart des choses qu'il fait. C'est pour moi ça monte crescendo. Un des meilleurs compositeurs actuels. Oui. On mettra ça en lien. Bien sûr. Spotify. Musique sérielle en général. Ouais. Très très intéressant. On a déjà un peu évoqué les regrets tout à l'heure. Donc le regret de ne pas avoir eu l'étincelle en 2017. Et j'aimerais qu'on explore un peu, maintenant qu'il y a quelques mois de vécu sur Raconte, qu'est-ce que vous feriez de manière identique, voire plus fort, et qu'est-ce que vous feriez autrement, quels sont les plus, les tops, et les regrets ou les flops, selon vous. En tout cas, pour ma partie, ce serait plus au niveau des réseaux sociaux. Je pense que je me renseignerais beaucoup plus sur la façon de les apprivoiser au niveau des algorithmes, parce que je pense que toi, Commande, se rendait absolument pas compte de la difficulté que c'était d'être visible sur ces plateformes-là. Ça fait un peu boomer, mais je pense que s'entourer de quelqu'un qui a sans doute plus les codes, et je pense qu'il doit être plus jeune que nous, ça nous aurait permis peut-être d'évoluer plus vite en termes de visibilité. Tous ceux qui font du branding sur les réseaux sociaux vont vous bénir. Voilà. C'est vrai que très souvent leur métier n'est pas compris. Et que, D'ailleurs, on a un client en commun hier qui m'a appelé pour me dire qu'il voulait se lancer sur YouTube. Je lui ai souhaité bon courage je lui ai dit que ça allait être un parcours du combattant. Et que les vidéos de chat ne suffiraient pas. Voilà, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas de secret par rapport à ça. Il y a la durée. Les gros acteurs de YouTube sont là depuis au moins 10 ans. On a parfois un petit côté impatient. Mais, alors c'est bien, c'est pas bien à la fois, parce que il y a une motivation, mais parfois c'est clairement usant, quoi. Tu fais un truc super avec du fond, de la forme. En plus, c'est quelqu'un qui le voit te disent c'est vraiment bien et tout, et ça retombe, ou alors ils partagent pas, ils le commandent pas, et tu dis mais j'ai mal bossé ou quoi. Il y a aussi des gens qui nous envoient un mail, il y a même des gens qui m'appellent pour dire j'ai adoré ça, et pourquoi tu ne mets pas en commentaire, quoi. Donc, s'il vous plaît, je vous le dis solennellement. Abonnez-vous. Commentez, partagez. We want you. Ça a marché à la Première Guerre mondiale, donc je recommence. Et c'est vrai qu'on retrouve ce phénomène-là dans tous les métiers. Vous en parlez aux clients et aux amis restaurateurs. Les gens disent si tu mettais un couscous au menu, on le prendrait. Et puis le jour où ils mettent le couscous au menu, il n'y a personne. C'est génial, t'as mis le couscous au menu, tu prends quoi? Des boulets. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ou je viendrai dans 3 semaines et puis je viens pas, quoi. Exactement. C'est vrai que c'est frustrant, mais bon, voilà. Mais après, t'as des gens des purs inconnus qui s'ajoutent, qui envoient un message, ça fait plaisir, quoi. Et parfois des gens qui ont, et d'autres journalistes même, des chercheurs, des doctorants, des gens qui ont des références, quoi. Et donc, des clients de DB aussi qui nous ont fait parfois des mails, c'est toujours super gratifiant. Très très chouette. Tes regrets à toi, Anthony? Et tes tops? Pour être très honnête, moi c'est en dents de scie, contrairement à la musique de la BO de ma vie. C'est des fois, t'es presque euphorique. Parce que c'est excitant. Le fait, tu vois, tu reçois une acceptation de quelqu'un pour faire une interview, t'y es, quoi. Tu l'as. Et quand on sort d'interview aussi. Et quand on sort d'interview, t'es content parce que, t'as l'adrénaline, ça se passe assez bien, donc c'est très galvanisant. Puis après, tu partages le truc, il y a pas beaucoup de vues, tu dis, mais merde, quoi. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et puis après, t'en as un autre qui décolle et puis ça remonte, donc c'est très, Ça rejoint la bio de ma vie, hein. Pas mal, hein. Oui, c'est ça. Tout à fait. De la sienne, pas de la mienne. Très 2 salles, 2 ambiances. C'est ça. Pour aller écouter les 2 musiques, c'est sûr que c'est 2 salles, 2 ambiances, mais c'est ça qui est bien. D'ailleurs, je vous invite une fois à venir avec nous en interview et voir Anthony avant une interview et après. Ce sont aussi 2 salles, 2 ambiances. Et prendre ces paramètres. Je pense. Il faudrait peut-être un médecin avec. Un staff médical.
Voilà. Donc si vous êtes médecin, mettez-le en commentaire. Rejoignez-nous, on ne vous payera pas. Non. Voilà. Et Raconte s'intègre bien dans votre quotidien? Quotidien privé ou professionnel Quotidien professionnel? Oui, parce que moi je pense que je fais principalement ça, donc tout ce qui est vignettes de réseaux sociaux, ce genre de choses à mes heures perdues. Donc c'est pas c'est pas un truc qui empiète sur la partie des bœufs en tout cas, donc c'est pas du tout un problème. Pareil. C'est juste le tournage qui prend... Voilà, oui, c'est ça. Un tournage, tu sais, c'est 2-3 heures. Hein. Donc 2-3 heures, ok, c'est beaucoup, mais à la fois c'est pas beaucoup parce que parfois on le fait le soir, parfois on le fait le week-end. Et puis on regroupe aussi parfois avec des rendez-vous clients pour des baies. Donc au final, tu sais, quand tu dois aller à Bruxelles pour un tournage, tu vas avoir un client après ou avant. Oui. Ça, en fait, ça ne change pas grand-chose à notre emploi du temps. Sur les quelques mois de recul que vous avez avec Raconte, c'est quoi la durée d'un cycle entre le premier contact avec la personne ou l'attaché de la personne et la diffusion, l'interview et puis la diffusion? C'est quand même très variable. C'est ultra variable parce que je te dis, une des toutes premières qu'on a tournées il y a 1 an n'est pas encore diffusée. Okay. On a tourné une hier qui sera sans doute même peut-être diffusée avant. Okay, oui. Donc il n'y a pas de rapport. Encore une fois, on n'est pas sur l'actualité chaude. Donc on ne va pas se mettre sur la sortie d'un film ou une chose comme ça parce que c'est vite périmé. Oui. Ou alors on va en parler un petit peu, mais on va en profiter pour rentrer plus en profondeur. C'est ce qu'on a fait avec Musti par exemple. Oui. Musti a sorti un CD, nouvel album. Un album, on ne dit plus CD d'ailleurs, mais un album fin d'année dernière. Mais on a profité de cet événement pour avoir un axe d'entrée, quoi. Mm-hmm. Bien. Donc il y a une ligne éditoriale, il y a aussi un genre de stratégie de publication. Mm-hmm. Et si je vous comprends bien, la stratégie de publication, c'est justement ne pas suivre l'actualité. Ah, clairement. Mais au-delà de ça, contre-courant total. Est-ce qu'il y a d'autres clés dans votre stratégie de diffusion? On essaie d'avoir vraiment des publics très différents, ce qui parfois peut heurter les gens qui regardent, parce que ça peut être des trucs... Les déstabiliser plutôt. Oui, déstabiliser, c'est mieux dit. Oui, après c'est un risque aussi parce que sinon on ferait un truc thématique. On ferait, je sais pas moi, un truc sur le jardinage ou sur le sport et là tu aurais d'office une communauté très acquise, très vite, mais c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Nous on veut pousser la curiosité et en même temps garder un peu une trace historique. J'aime bien ce côté, à titre personnel, des vieilles interviews que tu peux aller voir sur l'INA ou sur la Sonuma en Belgique. Je trouve que c'est un patrimoine extraordinaire. Oui. Et si un jour Raconte peut intégrer ça, je trouve que ça serait aussi une belle réussite. Mais en tout cas, je vous le souhaite. Merci. Merci Patrick. Est-ce que vous avez un souhait à émettre pour clôturer cette interview? Que tu viennes sur Raconte. Abonnez-vous et commentez, mais... Oui, aussi. Partagez, commentez, dites, faites-vous tatouer le logo Raconte, je ne sais pas. Non, ne faites pas ça. Mais comme une communauté un peu engagée, nous on est aussi là pour recevoir des suggestions. Si les gens n'ont pas aimé quelque chose, si vous n'avez pas aimé quelque chose, dites-nous. Ouais, on est demandeurs. Si vous voulez entendre quelqu'un, dites-nous aussi, parce que l'air de rien, ça pue ça, mais on commence à connaître des gens, donc on peut vite tomber sur quelqu'un. Donc, oui, soyez partie prenante. Et soyez curieux. Ça, c'était la première. Non, cliquez, c'est vrai, parce que moi, dans mon entourage, beaucoup de gens se disent cet invité ne va pas m'intéresser, parce qu'ils ont parfois des a priori, on peut le dire, à la con. Et j'ai quand même 2-3 personnes qui ont regardé des interviews parce que je les ai, entre guillemets, obligés, et qui après me disent, mais en fait, cette personne m'a apporté ceci ou cela, je m'attendais pas à ça du tout. Je pense que les gens ont beaucoup d'a priori. Oui. Et il faut, allez-y, quoi. Adhérer au projet. Soyez curieux. Sélectionner, oui. Clairement. Bien, le message est lancé. J'espère. Merci Anthony, Michel. Merci Patrick. À très vite. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde.